Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce regroupement disciplinaire dédié à la physiothérapie. Donc, je me présente, je suis FB Rubé, conseillère cadre en innovation et pratiques exemplaires à la direction des services multidisciplinaires au volet des pratiques professionnelles et j'ai pour mandat notamment de coordonner l'ensemble des activités du Centre d'excellence multidisciplinaire. Donc, d'abord et avant tout, un grand merci à vous d'être ici réunis aujourd'hui pour pouvoir partager autour de savoirs scientifiques, expérientiels et cliniques. Grand merci aussi à Linda Labelle d'avoir spécialement organisé, orchestré cette matinée professionnelle spécialement pour vous. Donc, brièvement, concernant les activités du Centre d'excellence multidisciplinaire, la prochaine sera un midi à savoir, le 1er juin, de midi à 13h, donc avec le docteur Claudel Pétrin-Desrosiers, ayant pour thème le changement climatique, santé planétaire, la nature comme allié. Donc, on vous invite à vous y inscrire par le biais de l'intranet ou sinon par la page web du site web. Donc, voilà, toujours de midi à 13h le 1er juin. S'en suivra ensuite pour juillet et août une pause estivale en ce qui concerne l'infolettre à savoir et pour l'ensemble des activités proprement dites du Centre d'excellence multidisciplinaire. Celles-ci reprendront, c'est-à-dire la programmation régulière dès l'automne 2023. Donc, voilà, sur ce, il me reste qu'à vous souhaiter un très bel avant-midi, une belle rencontre. Profitez bien de ce moment dédié pour vous. C'est un grand plaisir de pouvoir y participer tout au long de la matinée. Et puis, à ce moment-ci, je vais vous présenter, passer la parole à Joanie Beauchamp du Conseil multidisciplinaire qui va venir vous présenter les comités de pairs. Merci beaucoup, Ève. Oui, donc, je me présente, Joanie Beauchamp. Je suis ergothérapeute à l'USMM et membre du conseil multidisciplinaire. Donc, aujourd'hui, dans le contexte du conseil multi, je viens vous parler des comités de pairs. Donc, simplement là, pour juste remettre en contexte, le conseil multidisciplinaire qui représente là, 2800 membres dans le CIUS, là, répartis dans le fond dans 70 professions. Donc, ça représente vraiment là, les professionnels dont vous en faites partie là, au niveau physiothérapie. Le rôle du CM, donc il y a différents rôles, notamment celui de constituer là, des comités de pairs qui sont nécessaires à l'appréciation et l'amélioration de la qualité de la pratique professionnelle. C'est ce dont je viens là, vous parler aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est un comité de pairs? Donc, en fait, c'est des comités qui sont formés là, par l'initiative de professionnels pour se pencher, pour réfléchir sur des aspects là, de la profession, pour développer des stratégies, des outils, tout ça dans le but d'améliorer là, la qualité de la pratique professionnelle. Donc, il y a un temps qui est dégagé pour faire cette réflexion-là. Généralement, le comité va être constitué de 2 à 8 membres qui œuvrent pour le même titre d'emploi ou ça pourrait être aussi un comité qui est formé par des membres de professions différentes, mais qui veulent réfléchir sur un sujet avec des objectifs là, communs. Le comité de pairs, c'est vraiment les membres qui le forment, qui vont décider du sujet à traiter, des moyens pour mettre en place, pour actualiser le mandat, donc la durée, la fréquence des rencontres, l'échéancier. Donc, tout ça, c'est vraiment les membres là, du comité de pairs qui le déterminent. Et pour rendre ça un petit peu plus concret, là, je vous ai mis les derniers exemples de comités de pairs là, qui ont été faits. Donc, le dernier, par exemple, c'est des ergothérapeutes du programme de santé mentale qui ont voulu se pencher sur le rôle de l'ergothérapeute dans le contexte d'intervenants pivots. Donc, il y a eu une réflexion à ce niveau-là. Il y a eu des conclusions, des recommandations pour clarifier le rôle de l'ergothérapeute à ce niveau-là. Il y a aussi eu des orthophonistes qui se sont penchés sur les meilleures évaluations pour la clientèle allophone 0-7 ans. Donc, il y a un plan qui ont pris un temps de rédaction et qui ont proposé là, les meilleurs outils pour cette clientèle-là.
Il y a d'autres professionnels qui ont utilisé les comités de pairs pour se pencher sur un protocole pour utiliser les outils technologiques avec une clientèle âgée qui présente aussi des troubles cognitifs. Et donc, vous voyez, ça, c'est l'exemple où c'était des professionnels de différents titres, donc des ergothérapeutes et des neuropsychologues. Il y a aussi des neuropsychologues qui ont développé, via le comité de pairs, qui développaient un programme pour la remédiation cognitive. Puis il y a aussi des psychologues qui ont utilisé les comités de pairs pour faire un système d'organisation et de répartition du matériel psychométrique là, en psychologie. Donc, ça peut être assez varié, là, les sujets qui sont traités au niveau des comités de pairs. C'est quoi l'objectif des comités de pairs? C'est vraiment de pouvoir faire l'appréciation et l'amélioration de la qualité de la pratique professionnelle et en même temps, donc, améliorer la qualité des soins et des services qui sont dispensés là, aux usagers. Ça permet aussi de parfois identifier des problèmes, proposer des solutions, identifier des besoins de formation continue. Donc, tout ça dans le contexte de promouvoir l'excellence de la pratique professionnelle. C'est quoi la procédure? Si jamais vous voulez débuter un projet, un comité de pairs, en fait, il y a un guide complet là, qui est disponible sur Intranet dans l'onglet du conseil multidisciplinaire. Donc, je ne vais pas y aller là, en détail. Vous avez toute la procédure en détail, mais grosso modo, il faut élaborer une proposition de projet, la transmettre au conseil multi pour approbation. Par la suite, c'est les membres du comité de pairs qui élaborent les objectifs, le plan de travail. Puis une fois que les travaux sont complétés, que les objectifs sont atteints, il y a un résumé des travaux puis des conclusions là, qui sont acheminées au niveau du conseil multi notamment. Et je vais compléter là-dessus. Donc, quels sont les avantages de faire un comité de pairs? En fait, l'idée de faire le comité de pairs, c'est que ça dégage du temps. Donc, ça offre un espace pour réfléchir sur certains sujets qui est propre à la profession. Il y a un encadrement puis un soutien qui est offert par le conseil multi. Le fait aussi de rendre ça officiel via un comité de pairs, ça fait que ça permet de se rapprocher des instances décisionnelles parce qu'au niveau du conseil multi, on va discuter des conclusions dans nos rencontres officielles. Ça permet de contribuer à l'amélioration des services et au développement de la profession. Ça permet d'augmenter le sentiment d'appartenance, la valorisation et la reconnaissance professionnelle. Donc, ça a quand même des éléments là, assez positifs. Voilà, j'espère que c'est clair. Je voulais faire ce cours pour ne pas prendre trop de temps de votre rencontre, mais si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça, c'est l'adresse du conseil multidisciplinaire. Là. Donc, si c'est pour débuter un projet de pair ou pour des questions, vous pouvez communiquer là, à cet endroit-là. Voilà. Merci beaucoup, Joanie. Donc, n'hésitez pas, hein, comme elle le mentionnait, de lui écrire, d'écrire au conseil multi. Puis oui, c'est un petit rappel de compléter, s'il vous plaît, le petit sondage très court sur les comités de pairs qui viennent d'apparaître dans la rubrique discussion. Alors maintenant, veuillez accueillir très chaleureusement votre charmant hôte de la matinée, Linda Labelle, conseillère cadre en physiothérapie à la direction des services multidisciplinaires au volet des pratiques professionnelles. À toi maintenant, ma belle Linda. Merci, Eve, pour cette belle présentation. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente que vous soyez présents. C'est notre deuxième regroupement des professionnels en physiothérapie du CIUS. L'année dernière, le regroupement avait eu lieu également durant le mois national de la physiothérapie. Cette année, je tiens encore à souligner puis à vous remercier pour le super travail que vous faites au quotidien pour notre clientèle. Merci à vous tous. Actuellement, vous êtes 148 professionnels en physiothérapie au sein du CIUS. Il y a 76 physiothérapeutes et 82 technologues en physiothérapie. Il y a beaucoup de postes à combler. Si jamais vous avez des collègues en physiothérapie ailleurs, dans d'autres, au privé, au CIUS, tout ça, n'hésitez pas à leur parler de nous là, pour qu'ils viennent travailler là, avec nous. Donc, au programme aujourd'hui, on a une conférence qui s'intitule « L'art d'activer la motivation du patient ». Les objectifs de cette conférence-là, c'est de bien comprendre les 3 besoins fondamentaux afin de pouvoir intervenir efficacement auprès des usagers. Et l'autre objectif, que vous soyez en mesure d'appliquer des stratégies efficaces
pour activer et augmenter la motivation des usagers face aux exercices que vous enseignez. Suite à la conférence, il va y avoir une pause et au retour de la pause, une activité réseautage-échange sur la même thématique. Puis ça va être très important que vous reveniez à l'heure qu'on va vous mentionner tout à l'heure pour que vous puissiez être dirigé vers un sous-groupe. Si vous arrivez trop tard, bien, vous allez manquer le bateau. Donc, ça va être vraiment important là, que vous soyez à l'heure. Donc, on est rendu à présenter notre super conférencier, Dr. Jean-Michel Pelletier, psychologue sportif. Il est spécialisé dans les enjeux de motivation sportive, mais chose vraiment super intéressante pour nous, également dans les enjeux en réadaptation. Donc, il a une super belle expertise. Il utilise des approches cognitives, comportementales et systémiques afin d'intervenir efficacement dans différentes problématiques comme les troubles anxieux, la dépression, le trouble de déficit de l'attention. Sa recherche doctorale de l'Université du Québec à Trois-Rivières a porté sur la qualité de la motivation afin de prédire l'activité physique. Fait que s'il vous plaît, accueillez avec moi chaleureusement Jean-Michel. La parole est à toi. Bonjour. Je suis vraiment content d'être avec vous. Puis, tu sais, c'est une série d'hasards que je suis avec vous parce que moi, je suis intéressé par l'activité physique, par la réadaptation, par la motivation. Et j'ai travaillé avec vous, avec beaucoup de physio, de kinésiologues aussi. Donc, j'ai travaillé chez Physio Extra pendant à peu près 2 ans. Donc, j'ai travaillé avec une équipe multidisciplinaire. Il va y avoir beaucoup d'exemples que je vais pouvoir m'inspirer de mon expérience. Mais aujourd'hui, je vais vous partager des éléments importants pour vous aider à vous outiller sur la motivation. Puis, avant tout, j'ai quelque chose à vous proposer directement en partant. On va y aller dans l'expérientiel. On va faire une belle activité ensemble. Ça va durer juste 1 minute. OK? 1 petite minute. On va faire de la respiration, puis on va s'ancrer, on va se concentrer aujourd'hui, on va se mettre dans un bon état. OK? La seule chose que je vous demande, c'est suivre la petite bulle, là, ça s'appelle Respirelax. La plupart d'entre vous, peut-être, l'avez déjà utilisé. On va se mettre dans cette énergie de respiration, de concentration. Je vais vous partager ça, ça ne sera pas long. Tout le monde, pendant 1 minute, on va suivre la petite activité. On va y aller directement. Tout le monde est prêt? Lorsque la bille monte, on inspire. Lorsque la bille descend, on expire. Tout le monde est prêt? Tout le monde est d'accord? On est prêt? Go! Est-ce que tout le monde est ancré? Tout le monde est concentré? Vous avez bien joué l'activité. Merci beaucoup tout le monde. On s'est concentré, on a mis notre énergie à la bonne place. On va pouvoir commencer. Est-ce que vous êtes prêts à commencer ma conférence? Oui? Juste avant, là, je jouais un rôle, OK? Je jouais le rôle du motivateur. Là, je vais vous poser des questions un peu plus honnêtes et transparentes. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé mon activité? Est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas trop ce que je fais, que c'est bizarre? Juste levez la main. Je vous permets aujourd'hui de vous exprimer. OK? Je vous permets de dire, Jean-Michel, pas aimé ça, je ne sais pas pourquoi tu fais ça, c'est quoi le rapport avec. Juste lever la main, juste une personne qui pourrait m'exprimer un peu
Son émotion, là, comment vous avez trouvé mon activité? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé ça? Je vous permets aujourd'hui d'en parler. Ça me prend au moins une personne. Vous pouvez parler. C'est sûr que parmi toutes le... Oui, j'entends. Ouais. J'en aurais pris 5 minutes. Ah, toi, c'est intéressant. Toi, tu trouves que c'était trop court. C'est intéressant. Bien, ça veut dire que tu as aimé mon activité. Effectivement, c'était important. Direct en partant. Bien, merci beaucoup. Toi, tu as aimé ça que ce soit le plus long. Mais est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé ça? Tu sais, moi, j'arrive le matin, on parle, on inspire, on expire, aucune explication. Tout le monde a aimé ça. Ça me surprendrait. Sûrement quelqu'un qui n'aime pas ça. Oui, Sabine? Pour moi, je trouve juste que je préfère respirer à mon propre rythme. J'aime l'activité de respiration, mais j'aime pas que quelqu'un dirige le temps d'inspiration et le temps d'expiration. Très intéressant. Une des variables les plus importantes de la motivation à faire une activité, c'est la perception de contrôle. Okay? Là, c'est comme si soit que tu te sentais contrôlé par l'application, la petite vidéo, qui est une application sur Internet, ou par moi qui dirige, qui commande le truc. Mais bref, toi, tu avais besoin de plus de contrôle pour être motivé. Est-ce que je me trompe, Sabine? Oui, j'aurais préféré, oui. Vos patients, les gens que vous allez rencontrer, ils sont exactement pareils comme Sabine. Ils ont besoin de contrôle ou d'illusion de contrôle ou une partie du contrôle. Puis il y a des patients qui n'ont pas besoin de ça. Pour X, Y raison, ils n'en ont pas besoin. Mais d'autres en ont beaucoup besoin pour faire les exercices. Là, j'ai fait un exercice qui a duré 1 minute. Imaginez si j'avais fait durer cet exercice-là 15 minutes. Bon, Véronique aurait été super heureuse. Elle aurait dit à Jean-Michel, c'est un excellent conférencier, j'ai aimé son activité, mais il y en a d'autres qui auraient dit, après 15 minutes, là, je pensais qu'on allait nous donner des outils psychologiques, puis là, pendant 15 minutes, on a respiré, puis on a expiré, j'aurais pu faire ça chez nous. Non? Il n'y a personne qui aurait dit ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que Sabine? Premier élément, perception de contrôle, super important. Oui, prochain élément, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas aimé mon activité? Gênez-vous pas. S'il n'y a personne qui parle, c'est pas grave. L'autre élément qui arrive souvent, okay, c'est de se sentir pas à la hauteur. Il y a des gens, pour X, Y raison, qui n'ont pas suivi le beat, qui n'étaient pas capables de 5 secondes, qui étaient en retard. Le sentiment de compétence, c'est le deuxième élément qui peut venir affecter la motivation. Puis la troisième variable, c'est comme je ne vous ai pas expliqué à quoi ça servait. Comme c'était un peu bizarre directement au début, vous ne me connaissez pas, vous n'avez pas de lien avec moi, vous ne savez pas je suis qui nécessairement, même si Linda m'a fait une super belle présentation. Merci, Linda. Même avec cette belle présentation-là, vous n'avez pas nécessairement de connaissances, on n'a pas de lien ensemble. Donc, ça se peut que moi, le fait que ce soit moi qui propose ça, peut nuire ou aider à la motivation. Donc, la troisième variable, c'est la connexion avec la personne, donc avec votre patient. Fait que si on résume, je donne souvent l'exemple d'un joueur de hockey. Imaginez un joueur de hockey de 14 ans, que c'est lui qui choisit le hockey, c'est son sport, le contrôle, c'est lui qui a choisi, il se sent super bon, c'est un des meilleurs joueurs de hockey de son équipe, compétence, et il a des amis, puis il adore son coach, niveau de motivation, selon vous, à jouer au hockey. 8, 9, 10 sur 10, vous êtes d'accord? Il suffit d'une seule variable. Il est bon, il a choisi le hockey, mais il n'aime pas son coach. La motivation va diminuer parce que l'anxiété va probablement augmenter. Parce que s'il n'aime pas son coach, il doit avoir des raisons. Ça peut être le lien de confiance, ça peut être qu'il est puni injustement, etc., etc. Mais c'est le même principe avec vos patients. Et je vais vous expliquer un peu la théorie de la motivation autodéterminée. Si vous n'avez jamais entendu cette théorie-là, probablement vous avez déjà entendu parler de la motivation intrinsèque. Ce que tout le monde entend. Il faut être motivé de l'intérieur.
Le problème avec cette théorie-là de départ, c'est qu'ils se sont rendus compte, autour des années 2000-2010, que c'était intéressant d'avoir une motivation qui venait de l'intérieur parce qu'elle était plus durable dans le temps. Mais ça, c'est facile à dire, motivation intérieure, mais comment on fait pour activer cette motivation intrinsèque-là? Bien, comment on fait? C'est en répondant aux besoins. Puis aux 3 besoins fondamentaux. Puis il y a une seule autre variable que je vais vous montrer aussi, qui est importante, c'est les éléments environnementaux qu'on va ajouter. Moi, j'appelle ça la carte Joker. Ça se peut que les 3 besoins soient répondus au niveau psychologique. Par contre, ça se peut que son environnement ne soit pas optimal. Pour X raison. Exemple, aller courir dehors, l'été, c'est beaucoup plus facile que courir l'hiver. Pourquoi? Parce qu'il fait froid l'hiver. C'est une variable qui n'est pas liée au niveau psychologique, qui est plus liée au niveau environnemental. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui la théorie pour vous aider à avoir un outil d'évaluation, pas un outil d'évaluation diagnostique pour diagnostiquer un trouble médical ou un trouble psychologique, un outil d'évaluation motivationnelle, en identifiant le bon besoin du patient. Lorsqu'on cible le bon besoin, on a beaucoup plus de chances d'intervenir efficacement. Puis moi, je me fie à votre intelligence, à votre jugement clinique, à vos compétences que vous avez déjà acquis depuis les dernières années et dans votre profession pour intervenir efficacement. Je ne vous donnerai pas les 1000 stratégies à utiliser. Je vais vous montrer comment cibler le problème, l'enjeu motivationnel, le besoin motivationnel pour mieux intervenir. Parce qu'on n'intervient pas de la même façon pour un joueur de hockey qui a un conflit avec son coach que s'il ne se sent pas à la hauteur, s'il ne se sent pas bon. Vous êtes d'accord? C'est la même chose avec un patient, que c'est la première fois qu'il fait de la réadaptation. Il y a eu un accident d'auto. Imaginez-vous, là, c'est la première fois que cet individu-là va devoir faire des exercices dans un gym. Il n'en avait jamais fait. Mais depuis son accident d'auto, il est obligé d'aller faire des exercices de flexibilité. Il n'en avait jamais fait. Mais depuis son accident d'auto, il est obligé d'en faire. Il est obligé. Ce qui est vraiment obligé, pas nécessairement. Il est obligé s'il veut s'améliorer, mais il n'est pas obligé. Dans le fond, il n'y a pas d'obligation. C'est pour sa santé qu'il fait ça. Mais c'est la même chose avec la cigarette. La cigarette, il y en a qui fument, mais ils ne sont pas obligés de fumer, mais il y en a qui continuent à fumer pareil, par addiction. Bien, il y en a qui ne sont pas obligés de faire leur exercice, mais qui ne font pas leur exercice, même si c'est bon pour leur santé de faire leur exercice. Problème de hanche, problème de genou. Si vous êtes dans le domaine, c'est sûr que vous avez beaucoup de patients qui ne vont pas faire leur exercice alors qu'ils savent très bien que c'est bon pour leur santé. Imaginez une personne âgée là, qui a une chirurgie de la hanche, là, puis qu'étape par étape, elle retrouve sa mobilité. Là. Imaginez cette personne-là qui ne veut pas faire ses exercices parce qu'elle a peur ou parce que ça ne lui tente pas. Bien, c'est sûr qu'elle va avoir des problématiques dans le futur. Mais même si on lui dit « c'est important pour ta santé », tu vas voir, c'est important, puis c'est pas grave. Est-ce que vous pensez que ça va fonctionner? Pas nécessairement. Parce que lorsqu'on fait de la morale ou qu'on menace, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui vont aussi menacer ou des professionnels de la santé menacer dans le sens, si tu ne fais pas tes exercices, tu ne t'amélioreras pas, tu vas avoir ta blessure va continuer, ta douleur va rester là. Même si ce n'est pas dit comme une menace contre la personne, c'est quand même une menace contre sa santé. Et la personne, il y a des gens qui sont sensibles à ça. « Ah oui, pour ma santé, je vais être motivé. » Mais il y en a d'autres qui sont aucunement sensibles à ça, puis ils font « ma santé ». Puis là, ils ont des mécanismes de défense psychologique du genre « il me reste juste 15 ans à vivre. Est-ce que ça vaut la peine? » Bon, je vais faire les exercices, mais je vais les faire à moitié parce que je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Combien de fois vous êtes fait dire « tes exercices, je ne pense pas que ça fonctionne. Ça ne m'aide pas. » Ça vous est jamais arrivé, vous? Oui. Non? Donc, on va mieux comprendre ce système motivationnel-là, qui est là chez tous les êtres humains, qui est là chez vous aussi. Vous voyez, hein? Même avec un petit exercice, il y a des gens qui n'ont pas aimé mon exercice. Il y a des gens qui ont adoré. Il y a des gens qui sont sentis compétents. Il y en a qui sont sentis contrôlés. D'autres, pas du tout. D'autres qui se sont dit, c'est qui lui? C'est qui ce conférencier-là? Pourquoi il nous fait faire ça sans explication?
Mais je vous ai fait cet exercice-là pour vous montrer que peu importe l'activité, il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui n'aimeront pas ça, puis il y a des raisons pour lesquelles il y a des gens qui ne vont pas aimer, même si l'activité est pertinente, intéressante, etc., etc. Donc, je vous partage le PowerPoint. On va commencer la théorie. Donc, juste pour les objectifs, moi, je veux vous aider à mieux comprendre la problématique de démotivation et les processus d'évitement. Là, j'ai vu dans la salle, il y a des gens qui n'ont même pas fait l'exercice. Il y a des gens là, qui ne m'ont pas écouté pantoute, puis qui n'ont pas suivi pantoute mon exercice. Il y a des gens qui ont évité de faire mon exercice. Comme vos patients vont éviter de faire vos exercices ou vos activités proposées. Puis on va utiliser les 3 besoins que je vous ai montrés, hein, l'autonomie, la compétence et la connexion, mais surtout, on va les voir à l'inverse. Parce que, tu sais, autonomie, compétence, connexion, c'est des beaux mots, hein? On est dans un monde positif, mais lorsqu'on vire ça, je me suis senti contrôlé, je me suis senti incompétente, inférieure, ou je me suis senti rejeté, diminué, je n'ai pas confiance aux professionnels. Moi, j'aime le ou la physio, mais je n'aime pas le kinésiologue. Ça arrive, ça, hein, que vos patients ils ont des préférences. Hein? Fait que, toutes ces choses-là, on va mettre un cadre, puis le cadre, c'est la théorie de la motivation autodéterminée. Puis on s'est rendu compte que pour activer la motivation intérieure, intrinsèque, qui est plus durable dans le temps, puis qui peut maintenir les comportements, mais c'est en répondant aux 3 besoins, pas en disant à la personne, là, tes exercices, là, pour ton poignet ou pour... c'est super important, là, ces exercices-là, que tu actives ta motivation intérieure. Il faut que tu viennes chercher ta motivation intérieure pour faire tes exercices. Évidemment, dit de même, je ne pense pas qu'aucun client fait, ou aucun patient fait « Ah oui, pour vrai, il faut que j'active ma motivation intérieure. » Ouais, c'est vrai, je n'y avais jamais pensé. Je vais faire ça ce soir, là, je vais aller chercher ma motivation intérieure, puis je vais faire mes exercices. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, si vous répondez aux 3 besoins, puis vous aidez votre client, votre patient à répondre à ses besoins lui aussi, parce qu'il peut devenir autonome dans la réponse à ses besoins, il va être plus motivé à faire ses activités. Donc, utiliser les 3 besoins fondamentaux de la théorie pour activer le comportement, puis appliquer les techniques qui sont associées aux besoins. C'est ce que je vais vous montrer à la fin, c'est qu'un coup qu'on a identifié la problématique, bien, un problème bien campé est à moitié réglé. C'est une expression un peu populaire. Donc, lorsqu'on cible bien le besoin, bien, c'est beaucoup plus facile d'intervenir dessus. C'est tout à fait logique. Je prends souvent l'exemple d'un casse-tête. Si un enfant de 4-5 ans fait un casse-tête de 6-7 ans, puis il ne se sent pas à la hauteur, versus il se sent obligé de faire le casse-tête, bien, les stratégies ne seront pas les mêmes. S'il se sent obligé de faire le casse-tête, ça ne sera pas la même stratégie que s'il ne se sent pas à la hauteur. La plupart des parents ou des professeurs, lorsqu'un individu, un enfant de 4-5 ans, ne se sent pas à la hauteur, bien, on va l'aider à ce qu'il se sente plus à la hauteur en lui donnant des trucs, des stratégies. Ah, tu as vu le casse-tête dans le ciel, il y a le nuage, le blanc, tu vois-tu le petit blanc? Donc, on va l'aider à débloquer pour qu'il se sente plus à la hauteur, puis après ça, qu'il puisse continuer. Mais s'il se sent contrôlé, obligé, bien là, c'est d'autres stratégies qu'on va pouvoir utiliser, parce que ce n'est pas la même chose. Mais les 2 ont le même résultat. C'est-à-dire que les gens qui ne se sentent pas à la hauteur ou inférieurs, ou les gens qui se sentent contrôlés, rejetés, vont avoir tendance à éviter ou à devenir anxieux. Puis anxiété, évitement, bien, parfois, ça peut être des synonymes, même si ça ne l'est pas, évidemment, mais l'évitement est une conséquence de l'anxiété. Puis des fois, cette anxiété-là n'est pas manifeste. Vous avez des gens, là, vous avez des patients là, qui sont comme ça, qui n'ont pas l'air du tout stressés, mais ils vont avoir des comportements d'évitement. Mais ils ne sont pas du tout stressés, là, parce que vous avez des patients qui sont anxieux, puis on le sent, puis ils sont fébriles, puis on le sent leur énergie, mais il y a des patients qui ne sont pas du tout, sont vraiment relax corporellement, mais à l'intérieur, ils sont anxieux, ils n'ont pas le goût d'avoir l'air incompétents, et ils vont faire des comportements d'évitement. Je ne sais pas si vous faites des ateliers de groupe, là,
Mais tu sais, pensez à un atelier de groupe où que l'individu est obligé de faire une activité de groupe pour faire des exercices d'étirement, etc. Et c'est lui le moins bon. Tu sais, un peu comme je ne sais pas si vous avez déjà été la première fois dans un groupe de yoga, là. Pensez à la première fois que vous avez fait un groupe de yoga, vous arrivez, tout le monde est comme tout en équilibre, puis vous êtes comme, puis en plus, vous êtes en avant du groupe. Sentiment d'être pas à la hauteur, de ne pas faire partie de la gang. Ça se peut que vous ne retournez pas au yoga parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur. C'est tout à fait normal. Par contre, il y a des outils pour activer la motivation si vous ne vous sentez pas à la hauteur. Bien, c'est la même chose pour vos clients. Donc, la problématique, c'est cibler l'évitement et la démotivation en ciblant les bons besoins qui sont affectés. Puis les interventions qui sont psychologiques sont super importantes, vous le savez. L'adhérence à vos prescriptions ou à vos exercices n'est pas de 100%, à moins que je me trompe. Là. Si vous me dites que vos patients font tous vos exercices, vos recommandations, vos prescriptions, bien, dites-moi là, je vais devoir vous prendre en modèle, mais c'est très difficile de prescrire et que les patients deviennent autonomes dans leurs exercices. Donc, la théorie, si on la résume, elle se résume dans ces 4 paramètres-là, l'autonomie, le choix, la compétence, la connexion. Puis, de l'autre côté, c'est surtout ça qu'il faut les cibler dès le départ quand on dit évaluer. Évaluer, ça veut dire de choisir le besoin qui est le plus affecté. Tantôt, Sabine, quand tu parlais, le besoin qui était le plus affecté, c'était lequel? Je ne sais pas si tu veux me répondre. Oui, c'était le premier, choix autonomie. Choix autonomie. Si je t'avais donné un choix, par exemple, tu peux y aller à ton rythme. Est-ce que tu aurais aimé mieux mon activité? 100%. Donc, je viens d'activer la motivation en 0,2 secondes. Là, vous allez me dire, Jean-Michel, tu es un magicien. Non, je ne suis pas un magicien. J'ai identifié le problème. Je blague hein, quand je me vante comme ça. Je ne suis pas un magicien, j'ai juste ciblé le bon besoin. Puis posé les bonnes questions. Puis écoutez, parce qu'elle me l'a dit directement. Elle m'a dit, moi, j'aurais aimé ça y aller à mon rythme. Bon, OK. Mais c'est parce que des fois, en tant qu'intervenant, on a certaines rigidités. Et la rigidité, des fois, elle est médicale. C'est-à-dire, Sabine, si je t'avais dit, c'est pour ton problème, c'est super important d'y aller 5 secondes, puis 5 secondes. Si tu y vas 6, tu vas perdre le contrôle. C'est grave. C'est sûr que c'est rigide. Oui, je veux te contrôler, mais en raison de problématiques, justement, de santé, dans vos patients, vous avez à leur donner des exercices, mais vous avez des limitations obligatoires médicaux. Une obligation médicale. Oui, j'ai fait une faute. Vous avez des obligations médicales. Fait que, il y a des mouvements qu'une certaine amplitude, c'est dangereux pour le patient. Mais vous allez lui dire, vous n'allez pas plus loin que ça. Ça se peut qu'il se sente contrôlé, mais ça, c'est un contrôle qui est logique et dans le contexte obligatoire et qui fait du sens. Mais comment on peut le redonner au patient un sentiment de contrôle malgré la contrainte? C'est là l'art d'activer la motivation. Dans cet exemple-là, ça pourrait être, par exemple, fais pas trop d'amplitude, mais si tu veux le faire deux répétitions au lieu de 3, c'est correct, au moins tu en fais 2, puis tu peux en refaire le soir, ou etc. C'est donner des choix à la personne en fonction du contexte. Mais ce n'est pas toujours évident. Chez les professionnels, les psychologues, les médecins, les physios, les kin, les techniciens en physio, peu importe les professionnels, on devient plus rigide dans 2 situations, où on devient plus contrôlant dans 2 situations, où on a un réflexe correcteur, appelez-le comme vous voulez. Est-ce que vous savez c'est quoi les 2 situations où les professionnels, on est plus directif, plus contrôlant? Est-ce que vous savez les 2 moments dans une journée? Est-ce que quelqu'un veut se lancer?
s'il n'y a personne qui se lance, il y a 2 moments. C'est quand le professionnel se sent stressé. Il y a beaucoup de patients à voir. Il est très, très, très stressé. Il n'y a pas beaucoup de temps. Fait qu'il va être beaucoup plus directif. Ou il est surchargé, il va être plus directif. Comme un médecin à l'urgence, par exemple. Et l'autre moment, c'est quand on est fatigué. On est en fin de journée. Au début de la journée, on était relax, on accueillait nos patients. Puis à la fin de la journée, ben là, comment ça, tu n'as pas été exercice? On va le dire avec un ton plus directif. C'est pas de notre faute, là. C'est pas qu'on voulait le dire comme ça. C'est juste qu'on est à la fin de notre journée, puis nos neurones, au lieu de faire tchou, 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 comme au début de la journée, nos neurones font. Puis c'est souvent là qu'on va mettre des mesures de contrôle. Exemple de mesures de contrôle ou de réflexe correcteur que j'entends souvent. Le client, ça fait même pas 2 secondes qu'on lui parle, puis t'as-tu fait tes exercices que je t'ai demandé? Dès le départ. C'est pas bonjour, comment ça va, comment a été ta fin de semaine, oui, blablabla, puis mise en place. Direct au début, bon, t'as-tu fait tes exercices, Stéphane, que je t'ai demandé? Bang, dès le départ. Puis le patient, souvent, ce qu'il va dire, c'est oui, oui. Est-ce que vous pensez que ça part bien, ça, une réponse comme ça? Oui, avec culpabilité ou gêne ou malaise, ça part avec une dynamique déjà d'émotions négatives dès le départ. Parce que le patient va se sentir coupable. Puis un patient qui se sent coupable, l'émotion de la culpabilité, ce n'est pas une émotion motivante, hein, n'est-ce pas? Quand vous vous sentez coupable d'avoir fait quelque chose, vous n'êtes pas comme « Wouhou! » La culpabilité, c'est une émotion qui est vers le bas, pas vers le haut. Lorsqu'on pose des questions trop directes au départ, puis on le fait tous, hein. Moi je le fais, même si je donne l'information. On le fait tous, surtout quand je suis stressé et fatigué. Puis c'est pour ça qu'il faut avoir de l'empathie pour nous-mêmes aussi. Mais tout ça pour vous dire que lorsque vous ciblez le bon besoin et le besoin qui est manquant, donc la zone rouge, vous allez pouvoir intervenir sur le besoin concrètement pour aller dans le bleu, se diriger vers la motivation. Puis la motivation, c'est quelque chose qui n'existe pas ou qui est très fluctuant. Un psychologue de la motivation qui dit que la motivation n'existe pas. C'est que la motivation fluctue dans le temps, est variable. C'est un résultat. Mais le processus, ça, on peut intervenir dessus. La motivation à la fin, c'est très difficile d'intervenir sur la motivation, comme j'avais dit, la motivation intrinsèque, tout ça. Ce qu'on peut intervenir, c'est de donner plus de choix. On peut intervenir pour aider notre client à retenir nos exercices. Ça vous est déjà arrivé de donner comme peut-être 5 exercices à faire? Bien, moi, je vais vous dire un secret. Là. Moi, après 3 exercices, je les oublie. Je les oublie. Fait que si je n'ai pas des techniques pour m'en rappeler, ça se peut que j'oublie comment faire les exercices. Après 3. Puis moi, je suis un adulte professionnel qui a relativement une bonne mémoire. Imaginez quelqu'un qui a des problématiques de mémoire. Imaginez quelqu'un qui a des problématiques d'adaptation quelconque à une maladie ou à un choc, une blessure, un état de stress post-traumatique, etc., etc. Les exercices qui sont demandés, même s'ils peuvent avoir l'air simplets, peuvent être très difficiles à mettre en application parce qu'il y a des gens qui vont oublier. Puis il y a beaucoup de vos clients ou vos patients, surtout, je vais utiliser le mot patient pour vous, il y a beaucoup de vos patients qui vont oublier leur exercice, ils vont se sentir mal d'avoir oublié les exercices, puis ils ne vous le diront pas. Puis ils vont utiliser un subterfuge, des stratégies pour cacher ces éléments-là. Puis si votre patient vous cache des choses, bien, c'est pas bon non plus, comprenez? C'est pas bon pour la motivation. C'est pas bon pour la relation non plus. Donc, comment on fait pour augmenter le lien de confiance? Comment on fait pour activer la connexion? Comment on fait pour augmenter le sentiment de compétence? Pour augmenter la motivation? Puis comment on fait pour donner plus de choix ou de l'autonomie à l'individu? Et le dernier, bien, il est quand même important, c'est que des fois, il n'y a pas d'enjeux psychologiques, c'est des enjeux environnementaux. Aussi bête, là, ça peut être, ben, on va te donner une petite feuille pour que tu te rappelles des exercices. Voici les exercices. Ils ont juste besoin d'une petite feuille. C'est des trucs environnementaux. Ça peut être la température, ça peut être l'argent aussi.
Il y a des gens qui ont moins de moyens. Fait que des fois, on pense qu'ils ont les moyens, mais ils n'en ont pas nécessairement. Fait que des fois, c'est juste des blocages de démotivation qui sont liés à l'argent, qui sont liés à l'environnement. C'est un petit peu plus facile à cibler, pas nécessairement plus facile à intervenir, mais c'est plus facile à voir, ah ouais, je peux comprendre que si tu as de la difficulté à marcher, puis quand il fait froid, tu ne te sens pas bien, puis déjà que tu as mal aux genoux, s'il fait froid l'hiver, aller marcher dehors, ça peut être compliqué. Bien, on peut comprendre que quand il fait froid, tu es moins motivé. Mais ce n'est pas parce qu'on comprend qu'on n'a pas de stratégie. On peut trouver des stratégies pour rendre plus accessible la marche, par exemple, ou trouver des solutions pour l'aider malgré sa barrière plus environnementale. Par contre, aujourd'hui, pas que je ne veux pas parler des barrières environnementales, mais je vais un petit peu plus focusser sur les besoins psychologiques parce que c'est mon expertise, puis c'est ce que je veux vous partager. Juste ça. Si jamais ça vous intéresse, j'ai créé un genre de jeu de cartes. Ce n'est pas un jeu, là, mais c'est sous forme de jeu de cartes. J'ai littéralement des cartes là, qu'on peut utiliser. Puis ça peut vous donner une idée de comment ça peut prendre forme. Je vais juste vous donner ça. C'est un petit jeu de cartes comme ça. Puis, vous avez les cartes de ce type-là. J'ai plusieurs cartes, mais pour la motivation, il y a 3 cartes, les cartes rouges, les cartes bleues. Et ce qui est cool avec ça, c'est que vous pouvez soit le lire ou le donner à vos patients ou écouter, essayer de comprendre c'est quoi l'enjeu de vos patients. Exemple, est-ce qu'il a l'impression d'être contrôlé? Ben, ça peut être contrôlé, mais vous comprenez que ça peut être beaucoup d'autres mots, beaucoup d'autres choses. Ça peut être, j'ai l'impression d'être surveillé. J'ai l'impression d'être infantilisé. Tu sais, là, les expressions, là, on arrive dans un... Tu sais, mon petit monsieur, là, je vais vous expliquer, moi. Je vais vous expliquer les petits exercices qu'on va faire. Mais la personne est adulte. Ça peut être une personne âgée. Fait que des fois, on ne le sait pas, mais la personne a fait « Hey, prends-moi pas pour un enfant. » Puis juste à cause du ton qu'on a utilisé, un ton qui infantilise la personne va se sentir contrôlée. Puis elle va se bloquer, pas parce qu'elle voulait se bloquer au départ, parce qu'elle se sent infantilisée, qui est associée à une impression de perte de contrôle. À moins que vous me dites le contraire, est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans la salle virtuelle qui aiment ça, se faire infantiliser? Aujourd'hui, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous expliquer des petites choses, on va faire des petits jeux, puis je vais vous expliquer la motivation. Tout le monde, on répète motivation. La motivation, c'est, imaginez si je vous avais parlé comme ça, vous seriez comme, hey, là, il va-tu avancer? Il nous prend pour qui? Puis vous auriez moins écouté, même si j'avais dit la même chose, juste parce que j'avais un ton infantilisant. Il y a des gens qui auraient dit, bon, ça ne me dérange pas. Il y a des gens qui sont moins sensibles à ça. Il y a des gens qui sont très sensibles à ça, pour X, Y raison. Mais vos patients aussi. Tu sais, des fois, puis je le vois, là, on a le réflexe, surtout avec les personnes âgées, des fois qui ont des sourdités, on va leur parler, hein? On leur parle fort, puis on leur parle comme si c'était des enfants. Mais ça se peut qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Puis je vous donne un secret aussi, mais il y en a qui aiment ça. Fait que ça dépend. Puis c'est pour ça que c'est est-ce que votre patient se sent contrôlé? Pas est-ce que vous contrôlez? C'est pas la même chose. C'est est-ce que le patient se sent? Puis pour ça, vous pouvez poser des questions. Exemple, comment vous voulez que je vous explique les exercices? Est-ce que vous voulez que je vous donne un exemple ou que je vous donne les étapes? C'est une question. Est-ce que vous voulez que je vous donne d'autres exercices pour que vous ayez le choix entre différents exercices pour le contrôle? Est-ce que vous voulez qu'on le fasse ensemble pour qu'on voit si vous êtes capable toute seule, pour que la prochaine, on voit que vous êtes compétent? Parce qu'il y en a qui ont besoin de voir des exemples ou le faire avec vous. Parce que des fois, vous donnez l'exemple, puis là, la personne le fait une fois. Là on pense que c'est intégré, mais la plupart vont l'oublier. Fait qu'on peut le refaire la deuxième rencontre, on peut le refaire à la fin de la rencontre pour voir s'ils ont bien assimilé. Parce que la mémoire
la mémoire des exercices, c'est quand même quelque chose qui est difficile, là, parce que ce n'est pas juste la mémoire de retenir c'est quoi les exercices, c'est aussi la mémoire des micro-détails, parce que c'est dans les détails, souvent, surtout en physio, dans les exercices, c'est des micro-détails qui font une grosse différence dans la réhabilitation, à moins que je me trompe, je ne suis pas un physio, là, mais souvent, c'est telle amplitude, tel angle, telle chose qui va venir aider. Fait que ces petits détails-là, c'est ça que les patients vont oublier. Donc, en utilisant des formulations de phrases, là, ça peut être, comme je vous dis, essayer d'être à l'écoute de se sentir surveillé. Ça, j'entends ça souvent. C'est un peu comme une impression d'avoir un drone au-dessus de la tête. D'être puni à la moindre erreur. Je m'excuse, je n'ai pas fait les exercices, j'ai oublié. De ne pas avoir le choix, ça, je t'en ai parlé, ou d'être mis sous pression. Il y a différentes formulations de phrases. J'ai mis sous pression parce que je travaille beaucoup avec des athlètes, beaucoup de coachs, beaucoup de coachs de hockey puis de coachs de gymnastique qui sont très directifs, mettent beaucoup de pression. Donc, l'autre volet, c'est, tu vois, au niveau de l'incompétence, c'est rare que mes clients ou mes patients vont dire « Jean-Michel, je me sens incompétent. J'aimerais ça me sentir plus compétent. » Je n'ai jamais entendu ça. Si vous avez déjà entendu ça, bravo. Je suis super content. Mais ce que j'entends, par contre, c'est « Je suis nul, je ne vaux rien, les autres sont meilleurs que moi, je ne suis pas capable de suivre le rythme, j'ai l'impression d'être tout le temps critiqué, je manque de confiance. » Ça, j'entends ça souvent. Je me sens incompétent. En tout cas, dans le langage populaire québécois, ce n'est pas vraiment une expression qu'on entend. Puis c'est pour ça que j'ai mis ça. C'est pour vous. Soyez comme « Ah oui, je pense que là, il est dans la catégorie incompétence. » Et l'autre, qui est quand même importante, c'est l'impression de distance ou l'impression d'injustice. L'injustice, là, mettons là, qu'on ne le sait pas, là, mais il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à la justice. Chez les joueurs de hockey, chez les gymnastes et chez vos patients. Oh oui, oui. Chez vos patients, là, si vous passez 15 minutes dans la salle A, puis dans la salle là, vous passez juste 5 minutes, bien, il y en a qui vont dire « Elle prend plus de temps avec la voisine qu'avec moi. » Ben oui. Il y a des gens qui, sur le plan psychologique, sont beaucoup dans des enjeux de rivalité, même s'ils ont 50 ans, même s'ils ont 90 ans. Ah, la physio elle passe plus de temps avec l'autre patient. Ben oui, ils pensent à des affaires de même si c'est des adultes. C'est surprenant, hein? Ben oui. Puis, juste à cause de ça, ben, ça se peut qu'elle soit démotivée pour faire vos exercices. Particulièrement en milieu hospitalier ou en CHSLD ou des choses comme ça. Donc, le lien de confiance que vous avez, c'est un des outils les plus importants que vous pouvez avoir parce que c'est ça qui va déterminer beaucoup la motivation. C'est la même chose chez les psychologues. Évidemment, si vous sentez pas, vous n'avez pas confiance en votre psychologue, ça se peut que vous n'allez pas le voir. Si vous n'avez pas confiance en votre physio, ça se peut que vous ne faites pas les exercices demandés. Hein? C'est la base. Là, je sais que je ne vous apprends rien, mais si vous sentez qu'un de vos patients, vous n'avez pas un sentiment de connexion, vous sentez qu'il ne vous fait pas confiance, bien, il faut travailler le lien de confiance avant de prescrire des exercices. Ça ne vous empêche pas de les prescrire parce que des fois, on n'a pas le temps et ça fait partie de votre métier. Par contre, la prochaine fois, il faut travailler le lien de confiance. Puis il faut aller chercher pourquoi il n'y a pas confiance en vous. Parce que c'est vous le professionnel, c'est vous qui devez vous ajuster et pas le contraire. Puis là, je vous dis ça, je sais que des fois, on est débordé, je sais que des fois, on n'a pas le temps, puis tout ça, je ne vous demande pas d'être parfait. Je vous dis, si vous voulez activer la motivation de vos patients, vous voulez intervenir là-dessus, vous pouvez aller chercher une de ces 3-4-là puis venir intervenir dessus. Ce qui est le plus difficile dans mon approche, ce n'est pas tant de comprendre ce que je vous montre là, parce que c'est du common sense, c'est logique, puis on a déjà entendu ces choses-là. C'est de bien écouter, de bien comprendre la problématique, puis de choisir une des cartes. Lorsque vous en choisissez une, celle qui est le plus affectée, et d'intervenir dessus. Ça, c'est plus difficile, parce que des fois, vous comprenez que les 3 sont affectés. La personne ne se sent pas à la hauteur de faire des exercices, elle ne comprend pas, elle a oublié, elle se sent contrôlée, ça ne tente pas. Moi, les exercices, elle n'a jamais fait ça, puis ça ne tente pas. Puis en plus, elle ne vous aime pas. Par quoi qu'on commence? Là, c'est une bonne question. Quand les 3 sont affectés, par quoi qu'on commence? Bien, on commence par 1. Ce n'est pas grave si vous vous trompez. Au moins, vous commencez par un des 3 et vous ciblez. Si vous sentez que c'est plus autre chose, bien, allez toujours vers celui qui est le plus affecté. C'est juste ça le principe.
Mais c'est la partie, je vous dirais, la plus complexe de mon approche, c'est d'aller choisir celle qui est le plus affectée. Parce que dans une situation, ça peut être comme « je ne suis pas sûr, c'est-tu le sentiment de compétence? Se sens-tu contrôlé? » Des fois, on va hésiter. Des fois, c'est évident. T'sais, avec l'exemple qu'on avait avec Sabine pour l'exercice de respiration, c'était évident. C'est beaucoup plus facile. Mais vous comprenez que dans certaines problématiques, c'est un petit peu plus difficile. Et ce qui est intéressant dans l'approche, c'est qu'un coup qu'on a identifié, on va mettre en place des stratégies. Je ne les nommerai pas tous parce que je veux prendre le temps avec vous de faire des exemples dans votre pratique. Donc, on va aller les choisir, les actions. Comme je vous donne un exemple, si le sentiment de contrôle est affecté, bien, on va activer l'autonomie pour le pouvoir en faisant des actions pertinentes, en étant plus flexible, puis en créant du contrôle. C'est pour le sentiment de compétence, mais c'est en ajustant les attentes, etc., etc. Par contre, c'est là qu'on va aller. Ça, c'est pour l'environnement. Vous voyez, quand c'est la carte, moi j'appelle ça la carte Joker parce que quand les trois, c'est pas ça, c'est la carte Joker qui est souvent là. Ça va être autre chose, mais ça vous donne un outil. Je vais vous mettre en mise en situation pour vous aider à utiliser. Puis là, je vais vous demander d'essayer de me répondre. Okay? Imaginez que vous travaillez avec un enfant qui a eu des difficultés motrices, okay, qui est problématique de développement moteur, et que ses parents sont hyper anxieux. Hyper anxieux. Tu sais, là, ils s'inquiètent, ils ont peur qu'il tombe, ils ont peur que la fillette tombe, ou ils ont peur qu'il arrive de quoi, etc., etc. Lorsqu'on travaille avec des parents anxieux, comment on intervient sur le plan motivationnel? Et pour nous aider à nous mettre dans cette situation-là, j'ai un petit vidéo. Évidemment, pour la conférence, je n'avais pas des parents, évidemment. Je n'ai pas filmé des parents, puis après ça, on va se mettre dans des situations professionnelles, mais je vais vous donner une petite vidéo pour voir des clients anxieux, comment ça parle. Puis je vais vous donner un exemple, puis je vais vous demander de les cibler dans l'exemple de vidéo. C'est quoi l'enjeu motivationnel? OK? Je vais vous demander d'être un détecteur d'enjeux motivationnels. Puis après ça, on va aller transposer ça dans votre clientèle. Là, par exemple, j'ai mis des parents avec une fillette de 5 ans. Tantôt, ça va être une personne âgée. Puis après ça, ça va être une personne adulte qui a eu un accident. Mais c'est juste pour vous mettre dans des contextes précis que vous vivez dans votre quotidien. Mais là, j'ai mis des vidéos que moi, j'ai faites. Donc, ça va vous donner des exemples. Mais là, je vais vous présenter une vidéo. Vous allez devoir identifier l'enjeu motivationnel. On va se pratiquer à identifier l'enjeu motivationnel. C'est bon? Et je vous partage la vidéo. C'est la personne anxieuse. OK? Vous allez me dire lequel des besoins est affecté. Je capote, je peux même pas continuer à travailler comme ça. Là. Je peux pas continuer ma job. Là. Genre, je vais me faire mettre à la porte, je vais être pogné sur le bien-être social. J'ai vraiment pas envie. Là. Ça fait vraiment mal, ça change pas. Tu fais tes exercices, tes étirements que je t'ai dit? Non, ça fait mal. Je les fais pas, ça fait mal. J'ai vraiment trop peur qu'il y ait quelque chose. J'ai vraiment senti un gros pincement. Ça me fait capoter. Ça me fait capoter. Je ne suis plus fonctionnel au travail. Je ne sais pas si tu le sais, mais c'est important de faire tes exercices. C'est sûr que si tu ne fais pas tes étirements, ça se peut que ça continue. Oui, mais c'est pas censé me faire mal. C'est pas censé me faire mal comme ça. Je veux dire. Mais c'est normal que ça fasse mal un peu. Tu as eu quand même un étirement. Là. Oui, mais là, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi? Je vais finir en chaise roulante? Je vais finir dans un CHSLD à manger mou puis à. Mais c'est ça que je t'avais expliqué la dernière fois. C'est important de faire tes étirements. Est-ce que tu fais tes étirements? Mais non, je ne fais pas, j'ai trop peur, ça fait mal. Là. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est les étirements. Si tu fais des étirements, tu vas avoir beaucoup moins mal graduellement. OK. Évidemment, ce n'est pas un exemple d'intervention psychologique, hein? C'est un contre-exemple du physio ou du thérapeute, ça pourrait être un psychologue. J'ai fait exprès pour ajouter de la morale, du contrôle. Selon vous, l'individu que vous avez vu dans la vidéo, c'est quoi son besoin? Lequel besoin est affecté? Le plus. Si on retourne au PowerPoint. Là. Moi, je dirais la connexion. Ah oui? Tu trouves qu'il y a une difficulté de connexion entre le thérapeute ou l'intervenant et le client? Là, tu parles du psychologue, là, en plus, c'est le conférencier.
Qu'est-ce que l'intervenant fait, selon vous? Tu veux que je continue ou? Oui, ben, tu peux répondre, je m'excuse, Sabine, parce que je ne vois pas tout le monde, mais c'est toi qui parlais. Oui. Ben, je pense que le problème de connexion, c'est que l'intervenant ne comprend pas que l'anxiété du patient empêche le patient d'écouter les consignes. Donc, je pense que la première chose à faire, ce serait vraiment de le rassurer avant de pouvoir pousser l'importance des exercices. Puis, il y a différentes choses dans ce que tu dis. Le rassurer, des fois, rassurer peut amplifier l'anxiété dans certains contextes, mais dans ce contexte-là, si c'est bien dosé, je pense que tu as raison, que ça prend une partie de la réassurance ou du moins d'explication scientifique ou médicale. Parce qu'on le sait, l'évitement d'exercice ou d'activité physique peut amplifier la douleur. Là, je ne vous apprends rien. Là. Mais cette problématique-là, effectivement, dans le contexte qu'on a vu la vidéo, le problème motivationnel ne se situe pas nécessairement au niveau de la compétence à faire des exercices, ni au niveau du contrôle, mais on sent qu'il y a un enjeu de connexion ou de relation entre le thérapeute ou l'intervenant et le client. Ce manque de connexion-là, ben, c'est ça qui fait probablement qu'elle n'est pas motivée à faire ces exercices. Et on va juste retourner. La première stratégie lorsqu'on cible un enjeu de connexion, un enjeu relationnel, lorsqu'on sent, tu sais, moi je donne souvent l'exemple, un outil pour évaluer le niveau de connexion. Est-ce que j'irais prendre un café avec mon patient? Je ne dis pas d'aller prendre un café avec, c'est pas ça que je dis. Mais mettez-vous dans une idée. Est-ce que j'irais dîner avec ou je prendrais un souper avec de l'alcool avec? Bien, si vous avez l'impression de ni être capable de prendre un café, ni être capable d'aller dîner, ni être capable d'aller souper, ça veut dire que votre niveau relationnel, il est très faible. Vous êtes d'accord? Je ne vous dis pas d'y aller, c'est contre l'éthique d'aller avec votre patient, mais je vous dis juste que si vous avez l'impression que vous ne seriez même pas capable d'aller prendre un café pendant 5 minutes avec, ça veut dire que le niveau de relation est faible. Si vous avez l'impression que vous pourriez justement aller souper puis boire de la bière puis vous amuser, ça veut dire que peut-être que vous êtes trop relationnel. Ça, c'est un autre problème. Mais en gros, c'est au moins avec vos patients d'avoir l'impression d'être capable de prendre un café puis de jaser de tout et de rien, ou aller prendre dîner, c'est un petit peu plus intense, là, de 1 heure, mais c'est juste une idée pour vous dire, ah, je pense que mon niveau relationnel avec mon patient est faible. Le trust, je pense qu'il ne trust pas. Puis je dis trust en anglais, pas parce que je veux parler en anglais, c'est juste que la confiance, c'est pas la confiance en soi, c'est la confiance en l'autre. C'est comment votre patient a confiance en vous. Le niveau de confiance. Puis en anglais, c'est trust, comme un mot plus précis. Là. Puis confiance, parce que c'est mélangeant en français. Mais ça pour dire que c'est le deuxième volet, là, c'est la confiance en l'autre. Mais avoir de l'empathie. Sabine, je ne sais pas si tu veux, comment tu interviendrais avec ce patient-là pour augmenter le sentiment de connexion? Ben moi, ce serait vraiment au niveau de la rassurance. Donc, lui dire que, je ne sais pas, que ces douleurs à cette étape sont normales et que ça ne veut pas nécessairement dire que qu'il est en danger ou que c'est un gros problème de santé, que c'est juste une étape, que ça va s'améliorer. Ensuite, lui parler un petit peu parce qu'il avait peur par rapport au travail, de ne pas pouvoir retourner au travail. Et donc, le rassurer à ce niveau-là que, je sais pas, j'ai vu plein de patients avec un problème semblable au sien et que avec le temps, ils peuvent retourner à son travail, etc. Puis de prendre un espace de temps d'explication, de laisser poser des questions, sans nécessairement rassurer à outrance. Vous comprenez que la réassurance à outrance, c'est pas bon non plus. Non, c'est correct, tout va bien aller. Non, ça ne marche pas, mais l'explication scientifique, puis c'est là des fois que ça peut valoir la peine de prendre un 15 minutes avec ce type de patient-là pour accueillir son angoisse puis bien comprendre la problématique. Et pour revenir à un exemple dans votre quotidien à vous, en milieu hospitalier ou ailleurs, imaginez que vous avez un parent très anxieux avec une fillette de 5 ans qui a des problématiques de motricité.
la jeune fille, la fillette, elle ne veut pas faire ses exercices, ça ne tente pas, elle est très résistante. Puis le parent, ben, il ne veut pas qu'elle bouge parce que le parent a peur qu'il arrive de quoi, qu'elle tombe, etc. Comment on interviendrait, selon vous, avec ce type de parents qui sont des patients? Le patient, c'est l'enfant, mais ça devient souvent le parent avec qui on va intervenir. Parce que probablement que ceux qui travaillent avec des enfants ont ce type de clientèle anxieuse-là, qui ont beaucoup d'appréhension, qui veulent surprotéger l'enfant. Est-ce qu'il y en a qui travaillent avec les enfants? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait m'aider à mettre en contexte, juste pour que ça arrive des parents. Hein? Je ne vous vois pas. Je n'ai pas pour parler, là, ça va être un petit peu plus dynamique là, pour vous, là, puis plus pertinent. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut parler, qui travaille avec des enfants, qui ont déjà eu des parents anxieux. Il n'y a personne qui travaille avec les... En fait, peut-être dans notre cas, c'est le contraire. Là. C'est les enfants des personnes âgées qui sont anxieux. On peut dire que c'est le même type de relation. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Mais j'adore ton exemple. On peut prendre ton exemple. C'est quoi ton prénom? Hein? Je ne sais pas si ça change. C'est Philippe. Philippe, ben Philippe, ton exemple est bon, c'est le même principe là, avec les personnes âgées, mais l'enfant devient le parent, c'est un peu ça dans ton exemple. Là. Puis qu'est-ce qui arrive selon toi? Qu'est-ce qui arrive souvent dans la surprotection? Il faut rassurer l'enfant qui veut, pour bien faire, prendre du contrôle sur le plan de traitement. Oui, donc il faut prendre le temps avec l'enfant pour l'enfant de la personne âgée dans ton cas, mais là, pour ne pas mélanger les gens, ceux qui travaillent avec une clientèle enfant, c'est de prendre le temps avec le parent. Okay? Parce que sinon, ils vont rester dans la surprotection parentale. Dans ce cas-là, c'est de la surprotection d'enfants qu'une personne âgée, mais c'est juste que les rôles sont inversés. Mais c'est juste pour dire que dans la surprotection, les gens ont besoin de bien comprendre, puis ce n'est pas tout le monde qui a des connaissances au niveau de la douleur, puis au niveau du risque associé au mouvement. En fait, la moyenne de la population n'a pas ces connaissances-là. De savoir que le mouvement, les exercices, quand ils sont bien faits, va diminuer la douleur parce que le réflexe intuitif de la moyenne de la population puis des gens, c'est que plus j'ai mal, plus c'est dangereux, plus je dois rien faire. Puis ça peut être intéressant d'ajouter des outils aussi pour interpréter. Moi, j'utilise beaucoup l'échelle de 0 à 10. Ça se peut que vous utilisez autre que 0 à 10, ça va être 0 à 5, mais l'idée, c'est OK, bien, lorsque la douleur est jusqu'à 6, là, vous continuez, mais lorsqu'elle est à 9, bien, ça se peut qu'on puisse arrêter. Puis on peut aider le client, le patient à bien identifier est-ce qu'il est à 8 ou à 6, parce que ça, c'est une grosse étape d'ajustement au niveau de l'intervention. Est-ce que ça fait du sens, ce que je viens de dire? C'est Philippe, c'est ça? Oui, ça fait beaucoup de sens. Il faut, premièrement, là, expliquer la physiopathologie aux patients, puis à la famille aussi, là, pour les impliquer dans le plan de traitement. Exactement. Puis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'un coup que c'est fait, c'est moins énergivore pour le thérapeute aussi, pour l'intervenant qui va venir intervenir, parce que là, on va avoir une meilleure collaboration. Si on n'adresse pas le problème au niveau de la connexion, bien, ça se peut qu'il y ait beaucoup plus de résistance, puis la résistance ne vienne pas du patient, vienne du parent, ou là, dans ton cas, c'est l'enfant, mais on va dire le parent en général, là, le parent ou la parenté qui vient intervenir, qui est plus anxieuse, puis qui ne comprend pas que le mouvement, même s'il y a de la douleur, est plus important que l'absence de mouvement sans douleur. Puis chaque contexte est différent. Est-ce que vous avez des questions sur le style plus anxieux? Non? Est-ce que vous avez des questions sur... Je ne sais pas s'il y en a qui veulent donner un exemple avec des parents. Sinon, on va passer à l'autre. L'autre style, je vais vous montrer la vidéo, c'est est-ce que vous avez déjà eu des clients, puis on va prendre une personne âgée dans ce contexte-là, mais la vidéo, évidemment, ce n'est pas une personne âgée, mais il y a des gens qui sont gentils, qui vont dire toujours oui. Oui, 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 monsieur. Oui, oui, oui. Oui, les exercices, je les ai faits. Ben, je ne les ai pas toutes faites, là, mais j'en fais quelques-uns, là. Oui, oui, oui.
Puis là, quand on leur explique, ils sont motivés, ils font les exercices. Puis là, aussitôt qu'on part, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a plus rien, zéro, même pas un petit effort, plus rien. Ils ne font pas les exercices. Beaucoup, c'est un gros pourcentage de la clientèle peut être de ce profil-là. Oui, moi j'appelle ça des oui, avec un petit sourire. Oui. Ma grand-maman est comme ça. Là. Tu lui demandes n'importe quoi parce qu'elle a un problème de surdité. Puis, tu sais, souvent en surdité, il y a des mécanismes de défense qui sont activés, dont le sourire. Les gens ont tendance à le faire. Pas tous les gens avec des surdités, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais il y en a quand même qui font avec le sourire. Fait que peu importe ce que tu dis. Hein, vous avez fait votre... Oui. Puis, c'est le type de clientèle qui ont peur de déplaire, extrêmement peur de déplaire. Mais comme ils ont peur de déplaire en général, bien, vous aussi, ils ont peur de vous déplaire. Mais cette problématique-là apporte un problème. Encore une fois, je vous partage la vidéo, vous identifiez le problème, c'est bon. La personne gentille. C'est une clinique médicale, hein? Oui, exactement. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Parle-moi un peu de ta douleur à l'épaule. J'ai encore mal, mais ça va bien. Là, je fais les exercices, puis non, ça marche. Cool. Puis, peux-tu me montrer un peu les exercices que tu fais? Tu fais ça quand? Je fais ça tous les matins, normalement. Tous les matins, OK, oui, cool. Tous les matins, sans exception. Ok, je fais comme ça. Peux-tu me montrer, ouais? Puis, tu les as fait tout le temps depuis les derniers mois à tous les jours? Oui. Oui? Mais tous les jours? Ou il y a eu Non, pas mal tous les jours. Tous les jours, OK. Oui. Puis, est-ce que la douleur a diminué un peu ou elle s'est maintenue? Elle s'est maintenue. Là, je ne vois pas d'amélioration, mais je me dis qu'elle va être normale. Là, ça doit être le temps. OK. Fait que tu le fais à chaque jour, mais il n'y a pas d'amélioration. Exact. Okay. Si on se fie à mon graphique, selon vous, c'est lequel des besoins qui est affecté? On n'a pas de réponse, hein, c'est des scénarios. On s'amuse. Selon vous, c'est lequel des L'impression d'être contrôlé, j'imagine. Oui, c'est bizarre, là, mais c'est qui parle? C'est Émeric, mais on ne se connaît pas. C'est notre première date. Ah oui, OK, c'est ça. Je te vois pas. OK. Bon, quel type de clientèle? Qu'est-ce qui est... Je sais pas. Est-ce que tu peux parler? Non? OK, peu importe. On va continuer. Juste, c'est super intéressant de nommer le sentiment d'être contrôlé parce qu'effectivement, ils se sentent contrôlés parce qu'ils n'aiment probablement pas faire les exercices. Okay? C'est une hypothèse. Ils n'aiment pas ça, puis c'est désagréable, puis tout ça. Fait que leur stratégie, c'est la gentillesse. Mais ce n'est pas parce que c'est gentil puis positif qu'il ne faut pas adresser le problème. Okay? Il y a des gens qui ont des bonnes stratégies d'évitement, là, très efficaces, qui ont peaufiné depuis des années. Là. Pensez à ceux qui travaillent avec des personnes âgées. Là. Ça fait des années qu'ils utilisent la gentillesse comme stratégie. Ils arrivent à l'hôpital. Est-ce que vous pensez qu'ils vont utiliser autre chose que leur stratégie ultime de gentillesse? Ben non, ils vont utiliser la même chose. Par contre, ils se sentent contrôlés. Fait qu'avec une personne âgée, par exemple, qu'est-ce que vous me diriez pour augmenter son sentiment de contrôle, même si elle est gentille et elle dit oui. Si vous avez identifié que le problème, c'est le contrôle, comment on pourrait intervenir avec une personne âgée qui est tout le temps oui? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Dans ce cas spécifique-là, quand on parle de désir de plaire, on peut aborder justement le sujet que ça ne nous fait pas nécessairement plaisir qu'elle nous donne l'impression de faire les exercices si elle ne les fait pas concrètement. Que là, on adresse le besoin de plaire, que dans le fond, on vient un peu contrer sa stratégie. Bien, oui, tout à fait, mais c'est intéressant, mais dans la façon d'exprimer, ça peut être délicat. Hein? Tout à fait. Puis, j'entendais récemment des études sur l'empathie, puis pour avoir une approche empathique, il fallait avoir une approche qui était aussi calme, que ça revient comme à la base de votre exercice,
l'exercice de respiration. Alors, si nous, on se met à la défensive, on sent qu'on attaque le patient par notre intervention, ben, on n'arrivera pas à une connexion. Alors, il faut prendre le temps nous-mêmes d'être très calme dans l'intervention pour sentir qu'on crée cette connexion-là. Oui, puis calme, puis il y a différentes choses, mais je pourrais aller plus loin, là, parce que calme, être calme pour chaque personne, c'est différent. Il y a des gens qui parlent vite et qui sont calmes, mais l'idée, ton point est bon, puis le but ici, c'est vraiment de pouvoir augmenter le sentiment de contrôle. On pourrait, par exemple, dire à la personne âgée, je vois qu'il y a une certaine problématique de motivation, mais est-ce que vous aimeriez de choisir, mettons, par exemple, votre activité préférée? On va lui donner un choix pour pas qu'elle ait cette pression de contrôle-là. Parce qu'on le voit qu'elle est en train d'utiliser un mécanisme de défense. En fait, c'est un mécanisme de défense qu'on va dire que la gentillesse, mais avec un certain mensonge. Là, on voit que le mensonge, c'est en guillemets, c'est qu'elle va minimiser sa motivation, etc. Sa problématique de motivation. J'ai plus beaucoup de temps. Je ne sais pas si Linda, il y a encore du temps, mais moi, c'est vraiment le cœur de toute ma conférence, c'était vraiment de parler des 3 besoins, donner des exemples concrets. J'espère que vous en avez donné, puis je vous trouve bon, vous êtes déjà comme à l'aise à identifier les besoins. Fait que moi, pour l'instant, ça ferait le tour de. Je sais qu'on en aurait pris plus, là, mais j'avais juste 1 heure. Donc, si vous avez justement plus de questions, vous aimeriez avoir comment utiliser cet outil-là dans le cadre de votre contexte très précis, ça peut être avec des personnes âgées, avec des enfants ou peu importe, bien, on peut appliquer ça dans des contextes très précis qui va augmenter votre pouvoir d'intervention. Et c'est basé évidemment sur la science. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est pas la méthode Jean-Michel. Utiliser la méthode, non, c'est la méthode basée sur la théorie de la motivation autodéterminée qui a été utilisée dans des contextes de physio, dans des contextes scolaires, sportifs, etc. Fait que c'est un outil puissant, scientifique, avec lequel vous pouvez jongler, utiliser. Si vous avez besoin des cartes aussi, vous pouvez m'en parler ou vous avez besoin du PowerPoint pour l'utiliser. On va trouver des façons que vous ayez accès à cette information-là. Mais merci beaucoup tout le monde d'avoir participé, d'avoir essayé de démêler la théorie de la motivation autodéterminée. J'espère que ça va vous aider dans votre travail. Puis comme je vous dis, c'est une amorce, hein, c'est pas... je sais que c'est quand même relativement complexe à comprendre, mais si vous êtes curieux, vous voulez continuer d'avancer, bien, gênez-vous pas, vous pouvez demander des formations plus précises ou quoi que ce soit. Moi, je reste ouvert à aller plus loin. Je ne sais pas si Linda, tu voulais compléter. Ben, d'abord, merci beaucoup, Jean-Michel. Puis, je pense que le sujet de cette conférence-là, justement, ça pourrait devenir une formation. On va garder ça en tête. Là. Je pense qu'on aurait... le temps était peut-être pas suffisant là, pour aller au bout. Puis, j'ai pris la décision de ne pas t'arrêter avant puis d'éliminer la partie période de questions, étant donné qu'il y a quand même eu un échange pendant. Pour permettre aussi que les gens aient une petite pause puis qu'on ait du temps après pour l'activité réseautage. Fait que merci beaucoup à toi. Fait que les participants, dans le fond, on va prendre une pause un peu plus courte que j'avais prévu au départ. Là, il est 10h49. Est-ce que ça vous va, 10 minutes de pause? Peut-être des pouces ou en bas, en haut. Est-ce que ça vous semble suffisant ou vous voulez vraiment 15 minutes? 10 minutes, ça va? Je vois des pouces en haut. Est-ce qu'il y a des pouces en bas? Gênez-vous pas, là. On peut couper sur l'autre activité aussi. OK, fait 11 heures de retour. S'il vous plaît, soyez pas en retard parce que vous allez être acheminés vers des sous-groupes. Puis à tout à l'heure. Merci beaucoup, tout le monde. Merci beaucoup, Jean-Michel.